Pour continuer, je vais demander aux intervenants de ce matin de venir me rejoindre, juste par l'ordre des fauteuils. Madame Sophie Benkemoun, Monsieur Epstein et Monsieur Mérieux. Comment atteindre l'excellence pour tous? C'est la question que la plupart des éducateurs se posent. Lorsqu'ils croient encore à la potentialité de chaque élève. Comment faire dans le système scolaire qui est le nôtre pour donner à chaque élève la possibilité de se dépasser, pour atteindre son niveau d'excellence à lui? Tous les enfants n'ont pas les mêmes potentiels de départ, n'ont pas les mêmes milieux, ne grandissent pas dans le même milieu familial, les mêmes sollicitations, les mêmes accompagnements. C'est la question que nous allons essayer d'aborder sous 3 angles qui nous ont semblé complémentaires ce matin, de manière à ce que chacun puisse enrichir sa réflexion par une prise de recul. Le matin, c'est des experts que nous sollicitons. Les intervenants de l'après-midi sont aussi experts, mais ils vont être beaucoup plus focalisés sur une problématique pour essayer de parler à chacun en fonction du niveau d'études de ces enfants. Donc vous le savez, dans les ateliers de l'après-midi, il y a un atelier plutôt orienté premier degré, celui de Khaya Gabali sur l'estime de soi, un autre plutôt orienté collège-lycée et un troisième orienté pour les enseignants de collège, mais j'y reviendrai à le moment venu. Nous avons sollicité comme expert, tout d'abord, le professeur Philippe Mérieux. Il est bien connu du paysage éducatif français par son enseignement, ses ouvrages ou ses responsabilités nationales. Et avec lui, nous prendrons le temps de redéfinir ce que l'on entend par excellence, lorsqu'on ne veut pas la confondre avec l'élitisme. Vous le savez, on entend souvent dire « Ah, les écoles juives sont élitistes ». Certaines, oui, et c'est pas forcément gênant. Ce serait problématique si toutes les écoles étaient élitistes ou si aucune ne l'était. Mais qu'il y ait de la diversité, que certaines soient un peu plus élitistes, d'autres un peu moins, pourquoi pas? L'essentiel, c'est que chacun puisse trouver sa place dans un établissement scolaire de la communauté, qu'il se sente bien là où il est. Ensuite, nous écouterons le docteur Sophie Benkemoun. Elle a créé en 2006 les ateliers des parents pour développer la communication entre adultes et enfants ou adolescents. Donc dans un cadre qui peut être familial, mais qui peut être scolaire aussi. Une communication défectueuse peut bloquer les apprentissages. Nous en avons tous conscience, même si on l'oublie parfois. D'où son intervention d'aujourd'hui. Comment aider l'élève à devenir le meilleur de lui-même. Enfin, avec le professeur Daniel Epstein, nous découvrirons le chemin que l'étude juive nous propose pour mener à l'excellence. Nous prendrons ensuite quelques instants, après ces 3 présentations, pour répondre à quelques-unes de vos questions. Volontairement, je n'ai pas repris l'intégralité de ce qu'il y a dans le programme. Vous pourrez lire, bien évidemment, les biographies de nos 3 intervenants et puis leur présentation de leurs prestations, mais je pense qu'il fallait gagner un peu de temps. Donc, si vous le voulez bien maintenant, Monsieur Mérieux, Monsieur le professeur Mérieux, soit debout, soit assis, vous choisissez, là où vous êtes bien. Merci beaucoup et permettez-moi d'abord de vous dire à quel point je suis honoré de participer aujourd'hui à cette journée pédagogique nationale avec ces grands penseurs de l'éducation juive et de pouvoir partager avec vous, chacune et chacun, quelques-unes de mes réflexions. Alors peut-être avant d'évoquer d'une manière plus spécifique la question de l'excellence, je voudrais mettre cela en perspective avec ce que m'a appris mon travail sur l'histoire de la pédagogie. Au fond, si on regarde cette histoire de la pédagogie, on s'aperçoit qu'elle est travaillée par 2 grands principes, à la fois contradictoires et complémentaires. Le premier principe qu'on a mis du temps à faire émerger, mais qui aujourd'hui, depuis les Lumières, est un principe
structurant, constitutif de notre projet éducatif commun, c'est le principe d'éducabilité. Chaque être est éducable et je n'ai jamais le droit de désespérer complètement de quiconque. Je n'ai jamais le droit de désespérer de quiconque parce que je ne sais jamais si j'ai épuisé tous les moyens pour l'aider à progresser, à grandir et à réussir. Il y a peut-être toujours un moyen que je n'ai pas encore trouvé, qui est là à ma portée. Et ce moyen, il faut que je continue à le chercher sans m'en remettre jamais à la fatalité. Lutter pour l'éducabilité de toutes et tous, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur difficulté, c'est un enjeu fondamental. Mais on voit bien, et vous voyez bien, que dans le monde dans lequel nous sommes, l'éducabilité peut prendre des formes préoccupantes. L'éducabilité de toutes et tous, ça peut être le contrôle social en Chine. Ça peut être une manière d'imposer à chacune et à chacun une façon de penser qui soit unique et qui contrevienne fondamentalement à sa liberté. Alors le principe d'éducabilité n'est entendable, n'est acceptable que s'il est lié profondément avec le principe de liberté. Je ne peux pas apprendre et grandir à la place de quiconque. Chacun apprend et grandit, et il le fait en se jetant à l'eau. Il le fait en acceptant de s'investir. Il le fait en s'impliquant dans ses apprentissages. Alors, si on combine ces deux principes, l'éducabilité de toutes et tous et la liberté de chacune et de chacun, on en arrive à cette idée simple qui a déjà été évoquée ce matin, cette idée qu'on trouve dans l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, quand il dit jeune instituteur. Et l'instituteur chez Rousseau, c'est pas le métier, c'est celui qui institue l'humanité dans l'homme, dans l'humain. Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. De tout faire pour que l'autre se fasse. Tout faire pour que l'autre se fasse. Créer le milieu qui rend possible cette transmission dont vous parliez tout à l'heure. Créer les ressources, mettre à disposition des événements, mettre à disposition toute une série de choses qui vont permettre à chacune et à chacun de s'emparer des savoirs, de s'emparer de toutes les richesses qu'on va lui proposer et de grandir en humanité. C'est important de garder en tête ces deux principes fondamentaux. Chaque être peut être éduqué et nous n'avons le droit de désespérer de quiconque. Je ne peux pas éduquer quiconque contre son gré, je ne peux que l'accompagner pour qu'il se fasse œuvre de lui-même. Articulation fondatrice entre la contingence et la liberté. Nous sommes des êtres contingents, nous sommes faits. Nous sommes faits par notre origine, nous sommes faits par notre biologie, mais la question qui nous est posée à chacune et à chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce qui t'a fait ? Qu'est-ce que tu vas faire de ce qui t'a fait ? C'est la question que nous posons à chacun de nos élèves à chaque instant. Oui, il y a des déterminismes, il y a des réalités sociales, culturelles, mais toi, tu vas te faire parce que tu n'es pas condamné à être enfermé dans ce qui t'a fait. Alors à partir de là, si vous voulez bien, deux séries de remarques. Une première série de remarques sur ce qui pourrait être les pièges de l'excellence. Et une deuxième série de remarques sur ce qui devrait être les moyens de l'excellence. Alors les pièges de l'excellence, on les a déjà évoqués et je vous en remercie infiniment. Le premier piège de l'excellence, c'est la confusion entre l'excellence et ce qu'on appelle dans notre jargon le niveau taxonomique, c'est-à-dire ne seraient excellents que ceux qui sont au plus haut niveau des modèles intellectuels. On ne pourrait être excellent qu'à Polytechnique ou à Centrale, on ne pourrait être excellent que quand on serait au sommet de la pyramide. En réalité, vous le savez bien, nous le savons bien tous, il y a de l'excellence à tous les niveaux taxonomiques. L'enfant qui colorie, il peut être excellent. Et nous avons besoin de nous imprégner en permanence de cette idée, à savoir qu'il n'y a pas de hiérarchie morale des excellences. Le peintre qui fait son enduit, eh bien, il a le souci de l'excellence,
et il a le droit d'avoir le souci de l'excellence aussi bien que l'énarque qui fait son rapport sur le chômage. Et d'une certaine manière, il a presque plus de souci de l'excellence parce qu'il voit et que les autres voient ce qu'il fait et qu'ils ont la compétence comme lui de voir si c'est réussi ou pas. Donc ne confondons pas excellence et niveau taxonomique. Ne confondons pas non plus excellence et obligation de résultat. Nous le savons, et ça a été évoqué tout à l'heure, nous le savons, nous disposons aujourd'hui de machines qui peuvent produire des résultats excellents. L'intelligence artificielle générative, ChatGPT, Gemini, etc., permet d'obtenir d'excellents résultats académiques. Alors certes, ce sont des résultats construits à partir d'occurrences statistiques dans une base de données, et il faut interroger à la fois le contenu de la base de données, mais aussi le principe des occurrences statistiques. Il n'empêche, on peut avoir un texte remarquable, bien écrit, sans faute, qui semble faire le tour de la question en demandant à une intelligence artificielle de le produire. Et nous savons bien à quel point nous pouvons être tentés par cela. Et chaque enfant, mais aussi chaque adulte, est tenté par cela. Obtenir l'excellence à moindre coût. Obtenir l'excellence par la machine ou un procédé ou un processus qui nous permet de nous exonérer du chemin pour y parvenir. C'est la raison pour laquelle tous les pédagogues qui, comme moi, s'intéressent beaucoup à l'émergence de l'intelligence artificielle aujourd'hui, travaillent et insistent sur le principe de réversibilité. Oui, on ne va pas pouvoir empêcher nos élèves d'utiliser l'intelligence artificielle. Ils l'utiliseront. Ils l'utilisent déjà, très largement. Mais pourquoi l'utilisent-ils ? S'ils l'utilisent pour produire des résultats excellents qu'ils seraient incapables de produire sans elle, alors ils se privent d'une multitude d'apprentissages. Le principe de réversibilité sur lequel nous travaillons, c'est cette idée qu'on ne peut faire par la machine, mais plus globalement par d'autres que nous, que ce que nous avons appris à faire. On peut demander à l'intelligence artificielle de contracter un texte ou de le résumer si nous savons nous-mêmes contracter un texte et le résumer. Cela nous permettra de le faire plus vite, peut-être d'avoir quelques économies temporelles, mais nous ne perdrons aucun savoir puisque nous savons déjà le faire. En revanche, si nous demandons à d'autres et à cette intelligence machinique artificielle qu'il nous faut questionner réellement, de faire des résultats qui nous satisferont, qui satisferont ceux qui vont nous évaluer, eh bien, nous nous priverons de l'apprentissage, nous aurons privilégié le résultat au détriment du chemin. Nous aurons privilégié le produit au résultat de la démarche. Méfions-nous donc de ceux qui prétendent produire des résultats excellents, avec des démarches dans lesquelles ils ne sont pas investis. Il vaut peut-être mieux produire de moins bons résultats, mais en s'impliquant réellement dans la démarche. Et cela peut-être doit-il nous permettre de déplacer légèrement le regard. Peut-être le regard que nous avons apporté est moins, ou en tout cas tout autant, sur la démarche que sur le produit fini, sur la façon dont le résultat a été construit, que sur une sorte d'évaluation brute et soi-disant objective de ce résultat. Il nous faut donc nous méfier de ce qu'on pourrait appeler l'obligation de résultat en éducation. Comme le médecin, l'éducateur n'est pas soumis à l'obligation de résultat, il est soumis à l'obligation de moyens. Et l'élève, lui aussi, n'est pas soumis à l'obligation de résultat, il est soumis à l'obligation de moyens. Je ne peux pas soumettre un élève à l'obligation de résultat, mais je peux exiger de lui qu'il s'engage et qu'il mette tous les moyens possibles pour accéder à l'excellence. Autre remarque, toujours sur ces pièges de l'excellence, c'est la tentation que nous pouvons peut-être avoir de confondre l'excellence avec une sorte de mythification des dons. Je ne suis pas hostile à l'idée qu'il y a ici ou là des dons. Je pense que certains d'entre nous, certaines d'entre nous peuvent avoir
des capacités dans des domaines particuliers, en raison de la façon dont ils ont été élevés, en raison de leur environnement familial et culturel. Mais je pense que le rôle de l'éducation, ça n'est pas d'enfermer les personnes dans ce qu'elles sont, c'est de leur permettre de découvrir ce qu'elles peuvent être. C'est le contraire de l'algorithme des réseaux sociaux. Le réseau social, moi je ne suis pas contre les réseaux sociaux, hein. Je suis contre l'algorithme qui préside aux réseaux sociaux depuis 2009. Depuis que Facebook a changé d'algorithme et qu'au lieu de faire apparaître les informations par ordre chronologique, on les fait apparaître en ciblant le profil de l'utilisateur pour ne lui fournir que ce qu'il sait, connaît et apprécie déjà. C'est-à-dire pour l'enfermer dans un tunnel. Tu as aimé et tu aimeras. C'est comme quand vous commandez un livre chez un grand marchand par correspondance et que vous ouvrez le site, on vous dit tu as aimé un roman policier, tu vas aimer un autre roman policier. Non, non, pas du tout. L'éducateur, c'est celui qui dit à l'enfant tu as aimé un roman policier, je vais te faire aimer la poésie. Tu as aimé un roman policier, il était question d'histoire, je vais te faire aimer l'histoire. L'éducateur est celui qui ouvre et qui n'enferme pas. Et qui n'enferme pas, y compris dans ce que la personne croit être. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans une forme de totémisation de l'essence de l'individu. Il y aurait ceux qui sont de bons manuels, de bons intellectuels. C'est une caricature, nous savons bien que ça ne vaut rien. Il y aurait de bons concepteurs, de bons exécutants. Non. Nous avons à permettre à chacun d'explorer d'autres chemins, d'explorer d'autres rôles, d'explorer d'autres hypothèses et d'autres possibilités pour accéder à une excellence qui ne soit pas définie à l'avance. Et puis, dernier élément autour de cette idée d'excellence qui, me semble-t-il, doit être travaillée, c'est le rapport, et ça a déjà été très longuement souligné, entre l'excellence et la concurrence, mais surtout peut-être entre l'excellence et la domination. L'excellence n'est pas un outil de domination et l'excellence n'est tolérable que si elle est un service et que si cette excellence renvoie à une responsabilité au service du collectif et que si elle n'est pas une occasion d'exercer un pouvoir. Il est essentiel aujourd'hui pour nos enfants de distinguer le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, il se conquiert souvent grâce à la violence et il s'exerce grâce à la force. L'autorité se conquiert et s'exerce parce qu'elle incarne une responsabilité. J'exerce mon autorité au nom de ma responsabilité et pas au nom de ma force, a fortiori pas au nom de la violence. Alors voilà, très vite résumé, quelques éléments qui doivent nous inviter à nous méfier de certains usages de la notion d'excellence. Deuxième série de remarques, maintenant positivement, l'excellence comment y accéder? Alors je vais parler en pédagogue bien sûr et évoquer les actes quotidiens de la pédagogie dans la classe. L'excellence, ça nous impose d'abord de revoir l'évaluation et toutes les techniques d'évaluation. L'évaluation, ça n'est pas fait dans une perspective de l'excellence pour savoir si on est moins bon ou meilleur que les autres. C'est fait pour devenir meilleur que soi-même. Devenir meilleur que soi-même pour progresser, pour atteindre des formes toujours plus exigeantes d'excellence. C'est pour ça que depuis des années, sans grand écho du côté des institutions, des grandes institutions comme l'éducation nationale, nous sommes nombreux à dire qu'il faut toujours aller vers une double évaluation. On demande d'abord à l'élève de faire un travail, et puis on regarde ce travail avec lui, on identifie ce qui ne va pas, ce sur quoi il pourrait progresser, et puis c'est à lui de reprendre son travail. Et c'est son travail, une fois repris, une fois retravaillé, qui va être réellement évalué, parce que c'est ce travail-là qui va lui permettre de découvrir qu'il peut être meilleur que lui-même et qu'il peut faire mieux que ce qu'il avait fait dans un premier temps. Comme le disait Jacques Lévin, avec qui j'ai beaucoup travaillé, il faut passer de l'évaluation photo à l'évaluation cinéma. Il faut passer d'une évaluation qui fixe à un moment donné quelqu'un dans un état à une évaluation qui l'accompagne dans son progrès, et c'est une exigence fondamentale de l'éducation. Alors pour cela,
il nous faut un autre regard sur l'acquisition. Et cet autre regard, nous savons comment il fonctionne parce que la psychologie cognitive aujourd'hui nous a apporté des éléments. Nous savons que pour qu'il y ait progression, il faut qu'il y ait ce que nous appelons un conflit socio-cognitif. Alors un conflit, c'est pas la guerre du tout, hein. Un conflit, c'est un débat intérieur. C'est le fait d'être déstabilisé par quelque chose et de remettre en question ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir. Un conflit socio-cognitif, ça se construit à travers la rencontre d'un autre, la rencontre d'un texte, la rencontre d'une expérience qui va m'amener à repenser et à revoir ce que je croyais savoir et qui m'empêche d'accéder à ce que je dois savoir. Il y a là quelque chose de fondamental, cette idée de réhabiliter le conflit comme étant ce qui, à l'intérieur de l'individu, va lui permettre d'accéder à l'excellence. Pour cela, il faut qu'il entende l'autre. Il faut qu'il entende l'autre. Il faut qu'il entende la parole de l'autre. Non pas pour être, assujetti à la parole de l'autre, mais pour que la parole de l'autre vienne l'aider à progresser. Et ça, c'est une question pédagogique fondamentale. Depuis mes débuts dans l'enseignement, moi j'ai été instituteur dans une classe unique, j'ai été professeur de collège, professeur de lycée professionnel, professeur d'université. Je pratique toujours une même technique très simple, qui est la technique de la relecture et de la mise au point d'un texte. Je demande à chaque élève d'écrire un texte, et ce texte, sur un sujet qu'il choisit ou que je choisis, eh bien, il vient le présenter au collectif. Et il demande au collectif, à chacun des membres du collectif, qu'est-ce que tu me proposes pour améliorer mon texte ? Et chacun va pouvoir proposer quelque chose. Mais celui qui a écrit le texte ne va pas devoir, d'une manière obligatoire, accepter cette proposition. Il va devoir se poser la question, est-ce que ce que me dit l'autre, ça m'aide à progresser ? Est-ce que ce que me dit l'autre, ça me permet de faire un texte de meilleure qualité ? C'est accepter que l'interpellation de l'autre va peut-être me permettre d'aller au-delà de moi-même et d'accéder à ce dépassement fondamental qui est au cœur de l'excellence. Ce qu'un grand psychologue comme Jean Piaget appelait la décentration, la capacité à se décentrer, à sortir de son point de vue unique pour entendre ce que nous dit l'autre. Cette capacité-là, on peut la mettre en œuvre dans la classe. On peut la mettre en œuvre au quotidien, à travers des interactions, des interrogations, à condition qu'elles soient respectueuses, bien sûr, et bienveillantes les uns envers les autres, ce à quoi le maître ou la maîtresse doit veiller. La décentration. Et puis, il y a un autre élément qui me paraît absolument central dans la question de l'excellence, c'est la question du langage. La question de ce qu'un grand pédagogue, Édouard Claparède, appelait la probité linguistique. La probité linguistique. C'est une question qui est à la fois une question éthique et une question technique. Un mot dit quelque chose et doit pouvoir être distingué d'un autre mot. Parler précisément, c'est ne pas confondre les choses. Récemment, nous avons fait, avec des élèves de moyenne section de maternelle, une enquête sur ceux qui savent distinguer la gentillesse et la politesse. Alors vous me direz, c'est compliqué de distinguer la gentillesse et la politesse. C'est compliqué, mais on s'aperçoit que certains élèves nous disent, oui, on doit être poli avec tout le monde, mais on est gentil avec les gens qu'on aime. C'est déjà un début de compréhension de la distinction. Parler juste. Une écrivaine que j'aime beaucoup, Jeanne Benhamer, qui s'est beaucoup intéressée à l'éducation, parle de la formidable insurrection du mot juste. Trouver le mot juste. On ne parle pas pour rien. On ne dit pas à peu près. On reformule, on réexplique, on précise, jusqu'à ce que l'autre nous entende, nous comprenne, éventuellement nous contredise. Mais nous contredisent après nous avoir compris. La probité linguistique, c'est cette capacité à être exigeant avec son propre langage.
qui est fondamentale, cette capacité dans l'enseignement. Le maître et la maîtresse ne bavardent pas. Ils parlent. Et ils parlent précisément. Précisément avec des mots justes qui interpellent l'autre et qui l'amènent à poser lui aussi le mot juste. Je tiens cette exigence linguistique pour essentielle dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Essentielle, absolument essentielle. Au moment où un linguiste suisse comme Bérin Donner nous explique que les jeunes, mais pas simplement, les médias, basculent trop souvent de l'onomatopée à la période. L'onomatopée, c'est l'insulte. L'onomatopée, c'est le cri. La période, c'est ce langage où tout s'enchaîne sans qu'on comprenne quoi que ce soit, d'une manière où les mots et les phrases se télescopent sans qu'on puisse en identifier le sens. Eh bien, il nous dit construire une phrase, savoir ce dont on parle et ce qu'on en dit, être précis sur ce que l'on explique et exiger de nos enfants cette précision, c'est le meilleur service que l'on puisse leur rendre. Alors nous avons des travaux de recherche là-dessus, hein. Une célèbre recherche américaine, une méta-analyse, nous montre que une des pratiques les plus efficaces pour la formation de l'intelligence, c'est la reformulation. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Est-ce que j'ai bien compris? Si je dis ça, est-ce que tu te retrouves dans ce que j'ai dit? Non, pas tout à fait. Alors, explique-moi mieux. Ce travail autour de la probité linguistique est fondamental. Et puis, ce qui doit nous mouvoir, bien sûr, au-delà de l'excellence, c'est le chef-d'œuvre. Oui, on peut s'inspirer de la pédagogie des compagnons du Tour de France, des compagnons qui avaient, à l'issue de leur formation, à produire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, quelque chose qu'ils ne se savaient même pas capables de faire, mais qu'ils font en mobilisant tout ce qu'ils ont appris. Nous avons un certain nombre de pédagogues, ici ou ailleurs, je pense en Belgique, mais aussi en Amérique latine et ailleurs, qui travaillent sur cette pédagogie du chef-d'œuvre, c'est-à-dire qui mettent la production d'un chef-d'œuvre au cœur de la scolarité, un chef-d'œuvre de longue durée. Hein. Alors ça va être une conférence que tel élève de 5e va être amené à faire, une conférence de 45 minutes pour un élève de 5e, c'est un chef-d'œuvre. Ça va être un livre, ça va être une nouvelle qu'on va écrire, une expérience scientifique, un panneau. Un chef-d'œuvre est quelque chose dans quoi à la fois il se reconnaîtra et il se découvrira capable d'être meilleur que lui-même, d'avoir accédé à l'excellence. Alors, je conclus, je vois que le temps nous est compté. Quelle pédagogie pour intérioriser cette exigence? Je voudrais convoquer ici, mais vous le connaissez tous et toutes, la figure d'un grand pédagogue important, essentiel à mes yeux, qui est Janusz Korczak. Korczak qui est l'inventeur, vous le savez, des droits de l'enfant. Il rédige en 1921 la première déclaration des droits de l'enfant. Korczak qui écrit le droit de l'enfant au respect. Korczak qui a, avec un génie exceptionnel, compris qu'est-ce que c'était qu'un enfant. Il a compris que l'enfant était à la fois un être inachevé et un être complet. C'est pas facile. Inachevé, il a le droit à être protégé, il a besoin d'être accompagné pour grandir, mais il est déjà complet. Parce que, c'est une belle formule de Korczak, les chagrins des petits ne sont pas des petits chagrins. Parce que l'enfant, il est déjà, tout en étant inachevé, un être complet. Et pour donner le meilleur de lui-même, Korczak nous explique qu'il a besoin de belles contraintes. Et Korczak, toute sa vie, dans toutes ses œuvres, nous fait l'éloge des belles contraintes. Par exemple, une des contraintes qu'il met en œuvre, et qu'il mettra en œuvre jusque dans l'orphelinat, dans le ghetto de Varsovie, jusqu'à ce jour d'août 42, où il sera pris par la Gestapo et avec les 192 enfants de son école, amené jusqu'à Treblinka. Korczak, qui jusqu'à ce jour-là, va avoir cette exigence extraordinaire avec ses enfants dans des situations terribles. Hein. L'école au sein du ghetto de Varsovie était être une situation de tension émotionnelle absolument épouvantable, qui, quand un enfant lui demandait quelque chose, ne répondait pas. Il disait « écris-le-moi, écris-le-moi ». Et il y avait une boîte aux lettres. Écris-le-moi, et Korczak expliquait, écrire, oui, ça fait surseoir à l'immédiateté, ça impose de réfléchir, de faire des choix.
C'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui permet l'émergence de la liberté. La spontanéité n'est pas la liberté, nous dit Korczak. L'enfant, spontanément, il restitue tout ce qui lui a été donné. Pour qu'il émerge en tant que liberté, il faut qu'il sursoie à tout cela. Et il faut qu'il passe à la réflexivité, qu'il passe du réflexe à la réflexivité. Ce passage du réflexe à la réflexivité est essentiel aujourd'hui. Il est essentiel dans un monde qui cultive l'immédiateté. Il est essentiel dans ce monde qui cultive le tout de suite. C'est essentiel dans ce monde qui enjoint beaucoup de nos enfants à réagir et à surréagir dans l'instant, instantanément, immédiatement. Non. Prends le temps d'y penser. Korczak explique à propos des bagarres, si j'autorise les enfants à se battre, ils continueront à se battre. Si je leur interdis de se battre, ils iront se battre ailleurs quand je ne suis pas là, de l'autre côté du mur. Alors qu'est-ce que je peux leur dire pour les aider à grandir? Je peux leur dire, réfléchis avant de te battre. Je peux parler avec eux, je peux introduire de la réflexivité pour contrer ce spontanéisme qui n'est pas la liberté. Alors oui, cela nous entraîne vers une idée très forte que vous incarnez bien, qui est l'idée qu'il n'y a pas de pédagogie de l'excellence sans une pédagogie de la promesse. L'enfant, pour atteindre l'excellence, il va devoir être frustré. Ben oui, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, et les efforts, ça demande de renoncer à certaines satisfactions immédiates. Mais à quelles conditions l'enfant peut-il accepter de renoncer à certaines satisfactions immédiates si vous, éducateurs et éducatrices, vous incarnez à ses yeux une promesse essentielle, c'est qu'il renonce à certaines satisfactions immédiates pour accéder à des satisfactions futures plus grandes encore. Vous incarnez cette promesse-là, vous êtes cette promesse que la frustration du moment n'est pas un renoncement, qu'elle est un moyen d'accéder à autre chose de plus grand. Nos enfants, mais peut-être nous aussi adultes, nous vivons parce que nous vivons au sein de cette tension frustration-promesse. Nous ne pouvons pas tout avoir. Nous ne pouvons pas faire tout ce qui nous plaît. Nous renonçons, nous sommes nécessairement amenés à renoncer à un certain nombre de choses, mais ce renoncement, ça n'est pas le deuil de toute satisfaction. Ce renoncement, c'est la condition d'une satisfaction plus grande encore. Et cette satisfaction, l'enseignant, l'enseignante l'incarne par le plaisir qu'il a enseigné, par le plaisir à explorer les savoirs, par le plaisir qu'il a dans sa relation avec les élèves, par le plaisir qu'il incarne que savoir vaut mieux qu'ignorer, parce que ça permet de grandir en humanité. Voilà, merci de votre attention.